C'est pas parce que on est intéressé par plein de choses qu'on est multipotentiel pour autant. Parce que je pense que l'homme est, avec un grand H, multipotentiel, si c'était multipassionné. L'homme a plein de passions, plein de centres d'intérêt. Oui, ça, c'est intrinsèquement, oui. Merci d'être avec nous et bienvenue. Voici donc cette nouvelle rencontre et vous savez que j'aime commencer avec une petite accroche que j'ai récupérée évidemment dans les ouvrages de mes invités. J'ai l'envie de servir des causes plus grandes que moi, de bâtir et de réunir une communauté autour de quelque chose, de cultiver l'authenticité dans ma façon d'entreprendre et dans le message que je véhicule. C'est ce que je tente de faire, notamment avec l'Académie des multipotentiels. Et quand vous allez entendre le débit de parole de mon invité, vous allez tout de suite comprendre ce que veut dire multipotentiel. Elle s'appelle Solène Feig, elle est avec nous. Salut Solène. Salut Marc. Je suis très content, merci d'être là. Merci à toi, je suis ravie. Parce que je sais qu'avec la famille, vous êtes toujours entre deux avions. C'est ça. À l'autre bout du monde. On voyage pas mal. Vous voyagez beaucoup et donc c'est pas simple. On va parler de ton parcours, de ton histoire et la petite introduction que j'évoquais, qui fait partie de tes ouvrages avec l'Académie multipotentielle. Tu es multipotentiel. On peut dire ça, oui. Alors, j'ai envie de dire, ça commence bien et pas bien. En fait, en réalité, je crois pas qu'on devrait utiliser le verbe être parce que c'est trop attaché la multipotentialité à notre identité. Et tu vois, je remets un petit peu en question ça dans le sens où c'est plus facile de dire je suis multipotentiel plutôt que d'expliquer je fonctionne comme un multipotentiel, parce que pour moi c'est plutôt un mode de fonctionnement. Ouais, je trouve qu'il y a quand même une nuance. Alors, quelle serait cette nuance alors entre le fait d'être et le fait de fonctionner comme étant? C'est justement ce fait d'attacher un peu trop un truc que déjà on ne contrôle pas et qu'on ne sait pas vraiment exactement ce que c'est, qui est l'identité, qui est un grand sujet chez beaucoup de nos psychanalystes. Et pour moi, c'est trop réducteur, tu vois, d'aller dire je suis multipotentiel et de s'attacher pleinement et de s'immerger complètement dans cette étiquette-là, plutôt que de se dire ok, je ne suis pas totalement ça puisque je suis aussi une multitude d'autres choses. Par contre, je fonctionne comme un multipotentiel. Donc plutôt de l'attacher à un mode de fonctionnement. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, un espèce d'outil. Alors, quelle est la définition alors d'un multipotentiel ? Alors moi, je vais donner, on va dire, ma définition à moi qui pourra faire frissonner certains parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de définition exacte. Les premières définitions ont été données en 72 par un psychiatre qui s'appelle Frederickson. Il est resté sur une définition relativement simple où, pour lui, un multipotentiel, c'était quelqu'un qui excellait dans 2 domaines ou plus. Ça s'arrêtait là. Et il n'y avait pas forcément toute la multitude d'autres choses qui s'est rajoutée par la suite. Pour moi, oui, il y a une notion de douance, en fait, dans 2 domaines ou plus, en effet, ce qui s'oppose, on va dire, aux spécialistes qui va être ultra niché et très spécialisé dans un domaine, en général excellent dans une chose. Mais il y a aussi, pour moi, tout un tas d'autres facteurs que j'ai observés chez moi et que j'observe aussi chez mes clientes, notamment, qui est cet intérêt pour énormément de choses, cette façon d'avoir un peu une pensée en arborescence, donc tu sais, d'aller connecter un peu des idées, c'est ça, un peu dans des domaines parfois très disparates, tu vois, d'aller créer des ponts d'idées, de se dire tiens pourquoi pas, et si j'allais faire ça, etc. Il y a vraiment en fait un attrait, une grande curiosité, grande capacité d'adaptation aussi, parce que c'est des profils qu'on peut mettre un peu partout finalement, qui vont s'adapter assez vite. Donc ça serait un peu ma définition globale, mais j'insiste quand même sur la notion de douance parce que c'est pas parce que on est intéressé par plein de choses qu'on est multipotentiel pour autant. Parce que je pense que l'homme est, avec un grand H, multipotentiel, si c'était multipassionné. L'homme a plein de passions, plein de centres d'intérêt. Oui, ça, c'est intrinsèquement, oui. Alors, le fait de fonctionner, donc je ne dis plus être multipotentiel, le fait de fonctionner comme un multipotentiel, est-ce que c'est une souffrance parfois ? Alors, le mot est fort. En réalité, je pense que c'est ressenti comme une souffrance, mais ça ne devrait pas l'être. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je dis souvent à des personnes qui me suivent ou des personnes qui sont dans mes programmes, par exemple. C'est que si aujourd'hui ça te fait souffrir, c'est qu'il y a autre chose qu'il faut aller voir derrière. Et c'est que déjà, je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner, puisque là, c'est de l'ordre de la psychologie. Je ne suis pas psychologue et je ne prétends pas l'être. Donc, ce n'est pas censé être une souffrance. C'est pas une maladie, c'est pas un syndrome. Donc ça, c'est important de le comprendre. Quand on me dit j'ai un problème, je suis multipotentiel, il y a rien qui va dans cette phrase. C'est que ça commence très mal. Il y a pas de problème et tu n'es pas ça parce que tu as ça.
Donc, ça peut être ressenti comme ça. Et dans ce cas, il faut aller creuser, ouais, et surtout consulter d'un point de vue psychologique ou psychiatrique. Hein. Il n'y a pas de mal à ça, de se dire, bah moi, dans ma vie de tous les jours, ça m'handicape. Dans ce cas, aller consulter une personne qui est compétente là-dedans. Mais si c'est quelque chose qui peut nous déranger, là, il y a des outils, des clés à mettre en place. Moi, c'est un peu ce que je fais avec mes clientes. Faut pas qu'elles en souffrent. Faut plutôt qu'on le voit autrement, qu'on pivote, qu'on change de point de vue, qu'on se dise comment on peut en faire une force aujourd'hui. T'as l'impression que c'est un boulet, tu le traînes. Comment on peut faire en sorte que ça te tire vers le haut plutôt que vers le bas? Mais moi, j'aurais plus tendance à dire, quand on fonctionne comme un multipotentiel, c'est un atout extraordinaire. Ben oui. C'est une chance. Bah bien sûr. Ça devrait pas être un boulet. Exactement, ça devrait pas être un boulet. Et ben c'est justement tout mon discours et c'est en général ce point de vue-là que j'essaie d'apporter aux personnes qui viennent vers moi et qui me disent mais je ne m'en sors pas parce que ça, je me sens comme ça, personne ne me comprend. Parce que voilà, c'est un peu ça, on va dire les principales pain points, on va dire, les points de douleur de ces personnes-là, c'est qu'elles se sentent en marge un peu de la société parfois. Alors, on se sent tous différents d'une manière ou d'une autre. Ça, je crois que c'est profondément humain. On a tous envie d'être différents et on se sent tous différents. Donc, elles se sentent pas comprises. Et puis, surtout, elles se disent qu'elles ont plein d'idées. Il y a plein de choses dans leur tête et c'est souvent des profils qui manquent énormément de clarté puisqu'elles ont envie de faire plein de choses. En tout cas, moi, dans mon domaine, j'accompagne les entrepreneurs. Donc, forcément, ça se traduit par des projets entrepreneuriaux derrière. J'ai envie de lancer plein de choses, mais je n'ai aucun plan d'action pour y arriver. Et puis, je procrastine parce que du coup, je reste toujours dans cette phase d'idéation sans jamais vraiment passer à l'action. Et donc, j'imagine que dans ma tête, tout est bien, mais en fait, je me retrouve frustrée dans une situation dans laquelle j'ai pas envie d'être. C'est là que ça devient, on va dire, une souffrance. Mais en réalité, quand on arrive justement à se servir de la multipotentialité comme un outil, mais c'est une vraie force. Parce que comme tu dis, bah, tu peux créer des ponts d'idées entre les choses que d'autres personnes ne verraient même pas, parce que tu dis, bah attends, j'ai cette compétence-là, dans cette discipline-là, puis j'ai ça aussi. A priori, ça n'a rien à voir, mais si j'allais créer un pont entre les deux, je pourrais créer quelque chose d'unique. Et d'un point de vue, on va dire, purement entrepreneurial, bah, c'est aussi un super outil de différenciation finalement. Les amis, quelques secondes d'interruption dans ce programme, juste pour vous donner une information importante. Vous savez que chaque jour sur ABC Talk TV, on aime et on prend le temps de vous recevoir pour parler des pratiques et des praticiens inspirants de par leur parcours et de par leur expertise. Alors peut-être que vous aussi, vous aimeriez partager avec nous votre métier et vous installer ici dans ce studio, sur ces canapés, pour nous dire un petit peu comment vous en êtes arrivé à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors si vous êtes à la fois thérapeute, expert, coach, accompagnant de vie et que vous avez envie d'enregistrer un entretien avec moi dans ce studio ABC Talk, il suffit simplement de postuler sur le lien qui est sur cette vidéo ou éventuellement dans la description de la vidéo et vous serez à la suite de cela référencé sur la première plateforme vidéo des thérapeutes accompagnants de vie, coachs et autres experts. Vous, en l'occurrence, je vous le souhaite et je vous dis merci de votre fidélité. indexabc.fr ou alors le site directement abctalk.fr. Alors, on va voir, et vous allez voir comment Solène peut vous accompagner parce qu'elle est assez productive, bien sûr, avec ses ouvrages. Pourquoi choisir quand on veut tout faire? Alors ça, je trouve que c'est d'abord, le titre est assez éloquent parce que, effectivement, ça pose cette question qui déculpabilise. Pourquoi est-ce qu'on aurait effectivement à choisir quand on a envie de tout faire? C'est un petit peu ça, ouais, c'est ça. Et ça remet aussi beaucoup la notion de choix en question. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit pourquoi choisir quand on veut tout faire et pas quand on peut tout faire. Chaque mot est aussi bien choisi pour ce titre parce que c'est une question de volonté, pas toujours de pouvoir, et de réconcilier avec la notion de choix qu'on voit souvent comme une renonciation, malheureusement. Oui, j'ai dit peut tout faire. Non, tu as dit veut. Bien, veut tout faire, oui, c'est ça, j'ai eu un doute. Non, t'as bien dit veut. Et alors, il y a aussi, et c'est la question que je me suis posée, parce que quand on te lit et quand on parcourt évidemment ton histoire, et on va y revenir, quelle différence il y a entre les multipotentiels et tout ce qui est moi j'appelle ça une espèce de mode HPI, haut potentiel, intellectuel, de ceci et de cela. J'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode un peu, et qu'on se case, on se met dans ces cases-là. Et voilà, on se dit, ah ça y est, j'ai trouvé une case, c'est pas de ma faute, je suis HPI, je suis multipotentiel, je suis ceci, je suis cela. Ouais, complètement. Très, très bonne question et très juste. Alors, encore une fois, pour remettre un peu de
de disclaimer, moi je ne suis pas psychologue, donc je ne vais pas expliquer profondément ce qu'est un haut potentiel intellectuel, ce qu'est une personne qui a un TDA avec ou sans H, peu importe. En tout cas, tout ça fait partie de l'ordre des neuroatypies. La multipotentialité aujourd'hui, déjà, n'est pas considérée comme une neuroatypie. Quand on va voir un psychologue, il n'est pas censé toujours connaître la multipotentialité. Il y en a qui le connaissent, mais tout le monde non. Alors, on reconnaît que c'est une neurodivergence, donc ça sous-entend qu'on reconnaît qu'il y a quand même un mode de fonctionnement qui est différent, mais cependant, de là à dire que c'est une neuroatypie, pour le moment, c'est pas encore le cas. Ça tendra peut-être à changer dans les prochaines années. En tout cas, pour le moment, c'est pas le cas. Donc, il y a une différence, et encore, on n'est pas tous d'accord à ce sujet. Il y a des psychologues qui vont dire que c'est, en tout cas pour les HPI, les multipotentiels, c'est la même chose. Les TDAH, c'est encore autre chose. Mais il y en a beaucoup qui disent un HPI est forcément multipotentiel et un multipotentiel est forcément un HPI. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça, pour l'avoir un petit peu observé. Alors après, encore une fois, je n'ai pas fait d'études, j'ai pas de laboratoire, mais pour l'avoir un petit peu observé, on va dire factuellement, je pense que tous les hauts potentiels intellectuels ne sont pas forcément multipotentiels. Ils ont pas forcément toutes. Alors, ils peuvent avoir une pensée en arborescence, mais c'est pas forcément des profils qui ont un attrait pour plein de choses, vraiment. Donc, moi, je les scinde. Pour moi, c'est pas la même chose. Mais je dois reconnaître qu'en effet, ces dernières années, on a tendance à aller chercher volontairement des cases qui... C'est le paradoxe des cases et des étiquettes, de toute façon, c'est qu'on les repousse tout autant qu'on les adore et qu'on a envie de se les coller. C'est vrai. On déteste que l'autre vienne nous mettre dans une case ou vienne nous coller une étiquette. Par contre, quand nous, on se colle une jolie petite étiquette tout seul comme un grand, ça nous rassure et on est content. Et là, ça ne nous fait rien. Donc, c'est le grand paradoxe des étiquettes. Donc, c'est pas grave en tant que tel, mais encore une fois, moi, c'est un peu mes propres contradictions. C'est que la multipotentialité, c'est une étiquette de plus, finalement. Oui. Il faut le dire. C'est une étiquette de plus. C'est pour ça que c'est important, si on se reconnaît dedans, de se dire « c'est super, ça valide tout ce que je pense depuis le début, ça me rassure, je suis pas anormal, il y a rien qui va pas chez moi ». Mais aussi d'avoir ce travail qui, je pense, est le plus difficile, de dézoomer un petit peu et de se dire « je ne suis pas que ça ». Parce que finalement, c'est une étiquette comme toutes les autres. Je l'ai choisie, certes, mais ça en reste une. Et c'est la deuxième partie qui est la plus difficile pour la plupart des gens, parce que souvent, ils restent dans ce premier truc de « je suis ça, donc ceci explique tous mes comportements toxiques ou pas, ou toutes mes non-actions parce que je suis ça, et toutes mes excuses et toutes les histoires que je me raconte ». Pour essayer de bien déterminer les choses chez un multipotentiel, si tu devais donner les 3, j'allais dire, critères de référencement qui attestent que vous êtes un multipotentiel. Tu dirais quoi? Procrastination, tu l'as dit tout à l'heure? Oui, je dirais que c'est des profils qui procrastinent énormément, mais qui est une conséquence, en fait, de toutes les idées qu'ils vont avoir. En fait, c'est des profils qui sont beaucoup dans leur phase d'idéation, donc ils restent beaucoup dans leur tête parce qu'ils ont envie de faire plein de choses. C'est des profils... l'idée, justement, de se dire « mais moi, j'ai pas d'idée, je sais pas dans quoi me lancer », en général, ça leur arrive pas du tout, c'est le contraire. Eux, ils en ont trop, ils ne savent justement pas par où commencer parce qu'ils ont déjà peut-être 10 projets d'idées à lancer, et forcément, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc ça, je dirais que c'est un premier bon critère, c'est déjà cette envie de lancer plein de choses, parce qu'on est aussi intéressé, c'est que des conséquences de conséquences, parce qu'on est intéressé par plein de disciplines, donc on va autant s'intéresser à la littérature, à la philo, à, je sais pas moi, à la peinture, qu'au marketing, enfin des choses qui sont super disparates, parce qu'en fait, on a cet attrait-là, on a cette curiosité-là. Je pense que c'est un bon critère. L'adaptabilité, ça vient avec ça aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est des profils qu'on peut mettre un petit peu partout parce que, au final, même au sein de nos entreprises, pour des personnes qui sont pas entrepreneurs, on peut avoir des profils un peu pivots comme ça, un peu couteau suisse, qu'on va mettre un peu partout parce que ils auront eu tout un tas de choses sur leur CV, ils auront fait tout un tas auront eu tout un tas d'expériences professionnelles qui font qu'ils vont s'adapter partout. Tu peux les mettre devant un ordinateur, ils vont être super à l'aise. Tu peux les mettre au contact des clients en présentiel, ils vont être très à l'aise aussi. Il y a ce truc-là où je m'adapte. Alors, je suis pas multipotentiel. Tu t'adaptes pas partout. Non, il y a des secteurs dans lesquels, effectivement, je n'excelle pas du tout. Et un troisième point, tu dirais quoi? J'insisterai sur comme je disais tout à l'heure, sur un peu la douance, cette notion de... Alors, c'est pas être surdoué, c'est vraiment exceller dans 2 domaines ou plus. Vraiment me référer à la première définition qui a été donnée, parce que ça ne peut pas être que ce grand attrait pour plein de choses. C'est aussi, oui, il faut le dire, en toute humilité, mais je suis peut-être douée dans 2 choses ou plus, quoi.
Est-ce que la multipotentialité chez un adulte, c'est la même chose que pour un enfant? C'est une bonne question. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer des enfants multipotentiels ou des parents d'enfants multipotentiels. Si je dois me baser on va dire, sur ma petite expérience, je pense que, enfin, forcément, c'est différent parce que ça vient avec des niveaux de maturité qui sont différents. Mais si je me souviens, d'aussi loin que je me souvienne, moi, j'ai toujours eu énormément de curiosité pour plein de choses. Et ça se traduisait même dans mes résultats scolaires. Ça veut dire que j'avais des résultats qui étaient excellents dans certaines matières, mais qui étaient laborieux, minables dans d'autres. Mais vraiment, minables. Et c'est des profils qu'on qualifie souvent de moyens, justement, parce qu'on va faire une moyenne entre tout ça. Donc, on tombe sur la moyenne, alors qu'il y a des choses qui qui ne font pas de sens, en fait. Donc le multipotentiel, il n'excelle pas dans toutes les matières. Un enfant multipotentiel n'excelle pas partout. Non, pas forcément. Non, pas forcément. C'est pas, en tout cas, je ne pense pas. C'est pas la définition que je donnerais de ma propre expérience. Je ne crois pas, non. Parce que tu n'as pas été cet enfant-là. J'ai pas été cet enfant-là, non. J'ai excellé dans plusieurs matières, mais loin d'être partout. Donc, non. J'ai vraiment eu justement des énormes gaps, des énormes différences entre certaines matières qui étaient un peu inexplicables pour certains profs à l'époque. Alors, ce qui est assez fou, c'est que moi, je me mets à la place, effectivement, des mamans, la maman que tu es, et des parents, évidemment, et qui se disent, effectivement, si mon fils réagit comme ça, ou si mon enfant réagit comme ça, s'il a ce comportement-là, aussi bien à l'école, avec les camarades, avec l'instit, etc., est-ce qu'il est véritablement multipotentiel? Parce est-ce qu'il existe des tests aujourd'hui? Et non. C'est ça, en fait, exactement. Tu soulignes un truc qui est important, c'est que non, il n'y a pas vraiment de test puisque c'est pas reconnu comme une neuroatypie. Donc, il n'y a pas, tu sais, il y a des petites choses, mais qui sont pas vraiment officielles, que tu peux tester un petit peu sur Internet, etc. Mais c'est pour ça que c'est difficile de donner une vraie grille, on va dire, de lecture, que c'est plutôt des observations, et c'est un peu ce que je précise aussi dans mon livre, c'est pour ça que je veux pas prendre la casquette de psychologue, c'est beaucoup d'observations, des études que j'ai été chercher aussi un petit peu partout, en comparant aussi avec des hauts potentiels. Je cite aussi beaucoup Fanny Nussbaum à l'intérieur, qui m'a d'ailleurs fait un super retour sur le livre et qui m'a aidé justement à mieux comprendre aussi son domaine, elle, qui sont les hauts potentiels, pour ne pas les confondre, bien que j'aurais pu. Mais oui, il y a pas de test. Donc en effet, puis à la fois, enfin j'ai envie de te dire, pour moi c'est pas censé être problématique en tant que tel, peut-être moins justement qu'un haut potentiel. Ou c'est pour ça que pour moi je les scinde, parce que un haut potentiel chez les enfants, même si c'est pas mon domaine, je pense qu'il peut y avoir plus de problématiques et que là c'est plus intéressant d'aller consulter, parce que peut-être qu'il peut se sentir plus en marge dans sa propre classe, il est peut-être plus en avance. Enfin on sait, chez les enfants c'est problématique. Le multipotentiel, c'est pas forcément ça. Ça va pas forcément se traduire comme ça. Mais par contre, peut-être qu'il aura besoin de tester plein de choses. Mais en général, c'est souvent ce qui se passe. Enfin, souvent, de manière générale, les parents mettent leurs enfants dans beaucoup d'activités extrascolaires quand ils le peuvent, bien sûr. Et c'est ce que je pourrais encourager de mieux, en réalité, pour aussi aller développer leur exploration et qu'ils aient le choix. Et c'est plus tard, je pense, pour les grandes études, etc., ou à partir du lycée, ou quand il y a la notion de spécialisation qui arrive, où là, ça peut poser un peu plus problème. Enfin, chez moi, dans mon parcours, ça a été un peu plus ça que dans le parcours avant le lycée, où finalement, on est bercé par le système et puis on se laisse porter, quoi. Bon, bébé est encore petite. Oui. Je ne sais pas si elle est multipotentielle ou pas. Je ne sais pas du tout. Pas encore. Je ne sais pas. Je pense qu'on va la mettre à tester plein de choses. Et elle fera ce qu'elle a envie, et puis si elle excelle dans plusieurs, tant mieux, puis si elle excelle pas dans plusieurs, tant mieux aussi. Alors, pourquoi choisir quand on veut tout faire? C'est le livre que, évidemment, vraiment, lisez ça, parce qu'il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de références, et puis peut-être que effectivement vous vous retrouverez dans cette thématique, dans cet angle psychologique, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de la multipotentialité. Oui. Même si je vais me faire taper sur les doigts, c'est pas mais reconnu, oui. Voilà, on l'a bien compris. Alors, à quel moment tu as su que tu fonctionnais comme une multipotentielle? Alors, je l'ai, entre guillemets, découvert il y a pas si longtemps que ça. C'était pendant ma grossesse en 2022. Mais j'ai toujours su et ressenti, j'allais dire, les symptômes de ça depuis surtout que j'ai fait des choix de grandes études ou non. En fait, depuis cette notion de choix de est-ce que tu vas te spécialiser en licence? Est-ce que tu vas partir ici?
c'est là que moi, c'est venu le plus me chercher. Et ensuite, après, dans les travaux que j'ai fait en tant que salarié et même en tant qu'entrepreneur. Mais je l'ai découvert finalement il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, il y a 3 ans maintenant, dans un livre. Un peu par hasard, je suis tombée sur le terme entrepreneur multipassionné. Alors, on ne parlait pas de multipotentiel, mais c'est ensuite, avec des recherches, que de fil en aiguille, j'ai découvert que les deux étaient un petit peu étroitement liés. Donc, tu fais les recherches? Ouais, je fais les recherches. Et je me dis, mais c'est dingue, ça me parle. C'est un moment en plus dans ma grossesse où je remets tout en question. C'était pas un chouette moment parce que j'ai pas du tout aimé ma grossesse. Voilà, j'ai fait partie de ces femmes-là. Parce que ça a été beaucoup trop de chamboulements pour moi. Ça m'a demandé de mettre en pause beaucoup de choses dans ma vie. Et moi, je suis quelqu'un de très actif, donc c'était difficile. Puis de rester encore plus dans ma tête. Et donc, ça a été un espèce de nouveau souffle, en fait, en réalité. Quand j'ai lu ça, ça m'a redonné... alors, en plus, c'était en fin de grossesse, donc je l'ai associé à une fin de cycle, un peu de me dire, waouh, je vais bientôt accoucher, j'ai découvert un mot qui me correspond, il faudra que je le creuse. Il faut que je le creuse, je le garde dans un coin de ma tête. Là, c'est pas le moment, je suis à 3 semaines d'accoucher, mais je vais le creuser. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, par la suite, quoi. Et est-ce que ça t'a rassuré? Énormément. Ouais. Énormément. Ça m'a rassurée. Puis après, comme je t'ai dit, j'ai fait un peu le travail inverse de me dire, je ne suis pas que ça. Maintenant que je l'ai compris, c'est chouette, ça a rassuré toutes les parts de moi qui avaient besoin de l'aide, ça a validé ce que j'avais besoin aussi d'entendre et de lire. Mais j'ai aussi fait le travail de détachement, de me dire, il y a toute une multitude de facettes qui font que je suis moi, on va dire, et que je connais même pas encore parce que j'ai même pas 30 ans. Et c'est OK aussi. Et j'ai pas forcément envie de n'être que ça, mais bon, sous le chapeau de la multipotentialité, l'avantage, c'est qu'on peut y mettre plein de choses. On peut mettre plein de choses, ouais. Et c'est vrai que il y a un côté rassurant, quand même, parce que on parlait des cases tout à l'heure, mais ça fait aussi du bien. Ouais, complètement. De se mettre quelque part dans quelque chose qui s'explique, en tout cas, qui trouve une explication. La notion de trouver sa place. Trouver sa place, évidemment. Donc, il y a ce livre. On va parler également de l'Oracle et puis des autres ouvrages que tu as faits. Mais la construction de ce livre en 3 étapes, il est toujours au numéro 1 sur Amazon? Non, il n'y est plus. Mais il a été longtemps. Ouais, il a été longtemps, ouais. Il a été avant même qu'il sorte dans les précommandes. Extraordinaire. N'importe quoi. Ça prouve bien qu'encore une fois, c'est un vrai sujet. Ouais, c'est un vrai sujet. Il a, très honnêtement, très bien démarré. Enfin, moi, c'est mon premier livre, donc, en tout cas, selon les éditeurs, il a très bien démarré, ils sont très contents. Donc moi, je me rendais pas compte parce que j'avais pas vraiment les chiffres de ce qui était un bon livre ou pas. Mais oui, je suis contente et je crois que c'est un sujet d'actualité et je suis contente de le porter fièrement. Est-ce que ça s'adresse même à des personnes qui ne sont pas dans l'entrepreneuriat? Oui, complètement, parce que à la fin du livre, j'ouvre une voie vers l'entrepreneuriat que je pense qui est une voie chouette pour les multis, mais c'est pas la seule voie. Moi, je vois pas ça comme une fin en soi, donc oui, complètement. C'est vraiment une jolie grille de lecture pour mieux se comprendre. On va dire ça comme ça, pour mieux s'accepter, puis peut-être pour donner des messages à nos proches aussi. Ouais, c'est ça. Subtil. Ouais. N'oubliez pas que je suis ça. Hein, voilà. Comme ça, au passage. Alors, on va évidemment... comment est-ce que... je disais qu'il est en 3 parties. Comment est-ce que tu l'as construit, cet ouvrage? Alors, comment je l'ai construit? Déjà, je me suis faite, on va dire, beaucoup aider de Chris, mon conjoint, qui est passé par ici il y a quelques temps maintenant. Ouais, et Chris qui parle beaucoup de philosophie. Ouais, philosophie, littérature. Chris, il est dans ce monde-là. Et donc, on va dire que lui, construire le squelette d'un livre, ça n'a plus de secret pour lui, on va dire ça comme ça. Donc, il m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que j'ai trouvé ça très challengeant, pour être assez honnête, parce que écrire un livre... oui, alors tout le monde maintenant, on va dire, écrit des livres, certes, mais quand on est multipotentiel avec 50 idées à la seconde, c'est difficile de structurer pour complètement. En fait, si tu veux, j'ai signé le livre début d'année 2023 et il est sorti que cette année en 2024 parce que j'avais déjà l'idée du livre. Le souci, ça a été de structurer les pensées derrière et j'ai surtout fait d'abord un an de recherche avant où j'ai noté toutes les références que tu as pu y lire dedans, dans mes petits fichiers, etc., pour éviter n'importe quoi. Puis après, j'ai beaucoup collaboré avec Fanny, justement, aussi sur ce livre. Et en fait, j'ai dû, en effet, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. C'est pas tant d'avoir les idées, parce que je savais exactement ce que je voulais mettre à l'intérieur, mais c'est plutôt d'essayer de créer une cohérence entre les chapitres, entre mes pensées, puis une logique aussi, quelque part, dans ce livre. Et... forcément, quand on écrit un livre, on a envie de porter un message. Et la plus grande peur, je pense, d'un auteur, c'est que son message soit pas compris. Oui, bien sûr. Ou soit mal compris. Donc, j'avais très peur de ça. Je l'ai repris plein de fois. Puis bon, je pense qu'avec tous les auteurs que tu reçois, tu dois
connaître un peu le chemin d'un livre, mais il y a beaucoup d'allers-retours avec l'éditeur aussi. Et j'ai trouvé ça vraiment pas facile. Alors, tu as parlé 3 fois de Fanny Nussbaum, qui est psychologue, essayiste et qui travaille justement sur les neurosciences. Ouais. Et ça, c'est presque une validation. Ouais, un petit peu. Franchement, c'est aussi ce que j'étais venue chercher chez elle. Fanny, c'est une amie aujourd'hui, et moi, j'ai dévoré quasiment tous ses livres. Et je voulais aussi qu'elle puisse m'épauler, bien que la multipotentialité soit pas son sujet de prédilection. Mais elle touche quand même, comme tu dis, elle est psychologue et elle est aussi neuroscientifique, donc elle a vraiment ces 2 casquettes qui sont hyper enrichissantes. Et donc, je cherchais ça chez elle régulièrement avec des appels en disant, est-ce que là, je suis pas en train de dire une énorme connerie, quoi? Valide-moi ça. Et puis, en fait, voilà, au fur et à mesure, de fil en aiguille, elle me disait, ça, je pense que oui, ça, après, c'est que mon avis, mais peut-être que non, machin. Ça m'a énormément aidé dans mes réflexions. Ça m'a aussi beaucoup challengée parce que parfois, je pensais aller dans une direction, puis elle remettait tout en question et je me disais, waouh, ok, oui, mais elle a raison et autant que je me plante pas et que voilà, dans tous les cas, on se fait toujours un peu taper sur les doigts par des personnes qui sont pas d'accord, mais c'est le jeu. Mais ça m'a quand même rassurée. Bon. On va être honnête. Ça, c'est important d'être validé aussi. Et quand il y a des chercheurs ou des chercheuses en neurosciences, des psychologues, tout ça, c'est une validation qui est quand même essentielle parce qu'on peut vite dériver, vite partir sur beaucoup de choses. Alors, l'académie des multipotentiels, pour le coup. Ça s'adresse d'abord aux multipotentiels, mais encore faut-il savoir qu'on l'est. Oui, complètement. Qu'est-ce qu'on y fait dans cette académie? Alors, c'est vrai que je l'ai appelée l'académie des multipotentiels, mais j'aurais pu l'appeler l'académie des multi tout court, parce que si j'ai envie vraiment de chercher la petite bête, encore une fois, tout le monde n'est pas toujours multipotentiel dans cette académie. Il y a beaucoup de multipassionnés qui ont juste une multitude d'intérêts, mais qui ne savent absolument pas comment les diriger. Donc, c'est une académie qui a destination des hommes, des femmes, mais j'ai beaucoup de femmes, qui souhaitent monter, créer une entreprise, ou du moins digitaliser l'entreprise qu'ils ont peut-être déjà, et qui justement se retrouvent confrontés à ces problématiques d'entrepreneurs multi, c'est-à-dire j'ai trop d'idées, je n'ai aucun plan d'action pour les réaliser, je ne sais pas par où commencer, j'ai envie de créer 18 projets par année, le problème c'est que en fait je ne fais rien. Donc je me retrouve 1 an plus tard à faire un bilan pathétique parce que je n'ai rien fait de cette année. Donc moi c'est vraiment ces profils-là que j'adore aider. Parce que je me suis retrouvée aussi là-dedans, dans des grandes phases de procrastination, ce que j'appelle la procrastination active, c'est-à-dire que oui, on a plein d'idées, et finalement on fait rien. Et on sait très bien que une idée peut très bien être menée par quelqu'un d'autre, va germer dans l'idée dans la tête de quelqu'un d'autre. Et donc une idée, ça reste une idée. Si on la met pas en action, elle nous appartient pas finalement. Donc c'est les profils que moi j'ai décidé d'aider. Donc principalement des débutantes, on va dire, vraiment des personnes qui ont envie d'avoir une entreprise à 360, de travailler vraiment sur tous les pôles, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le marketing, la vente, toute cette phase aussi de quelles sont mes valeurs, ma vision, qu'est-ce que je veux donner à mon entreprise, comment je veux la bâtir. Et je tourne beaucoup autour de cette idée de construire une entreprise à son image, à l'image de toutes ces multifacettes. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, quels sont les profils, quels sont les angles professionnels qui adhèrent à cette académie? Il y a des thérapeutes, il y a des praticiens. C'est ça, exactement. Moi, j'ai beaucoup de thérapeutes, j'ai beaucoup de prestataires de services de façon générale, donc beaucoup de thérapeutes, beaucoup de coachs, pas mal de freelance aussi de façon générale. Je dirais que ça, c'est bien 80% de mes clients. Et après, j'ai quelques artisans aussi, des personnes qui ont des e-shops, mais en général, quand on est artisan, ou c'est le but quand ils viennent dans mon programme, c'est d'aller créer une boutique en ligne pour justement vendre ses créations, etc. Des artistes aussi, j'ai des danseuses, alors c'est en minorité, mais j'ai aussi ce type de profil-là qui justement, pareil, ne savent pas vraiment comment monétiser, ont envie peut-être de créer des programmes de formation. J'ai eu de la danse, il y a eu du chant, etc. Mais qui ne savent absolument pas comment faire en fait pour monétiser leurs compétences. Mais oui, c'est ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve le plus, et que du en ligne. Enfin, j'ai des personnes avec des business en dur et qui viennent pour digitaliser leur entreprise. Voilà, en gros, c'est vraiment ça. Moi, je les aide à digitaliser, à avoir une présence en ligne. En fait. Et la manière de structurer les réseaux. La manière de structurer les réseaux, complètement, ça c'est aussi une de mes zones de génie, on va dire. C'est ça. Et c'est un vrai sujet, c'est un métier dans un métier. Donc, et il y a besoin de beaucoup d'aide là-dessus. En effet, on le remarque beaucoup, nous, avec nos équipes. Donc, oui, là, c'est développer sa présence en ligne, en fait.
principalement avec ce qu'on appelle personal branding, donc l'image de marque personnelle. Moi, j'aide beaucoup ces entrepreneurs-là qui veulent développer leur image de marque personnelle. Ça se fait sur le long terme, bien sûr, mais il y a des pierres à poser, comme on dit. Donc, il faut structurer. Exactement. Ouais. Combien de personnes dans l'académie aujourd'hui ? Alors, on fait plusieurs cohortes. Et donc là, la dernière cohorte, on l'a limitée à 60. Finalement, on est 65. On a accepté 5 personnes de plus. Mais on lance plusieurs cohortes, 3 à 4 par an, tu vois. Et là, la prochaine sera lancée au courant de mars. Et je pense qu'on va accueillir 80 personnes par là. Et donc, à chaque fois, il y a un suivi ? C'est ça, ouais. Le programme dure 4 mois. Les gens viennent avec une idée ? Les gens viennent avec trop d'idées. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Les gens viennent avec plein d'idées, mais aucun plan d'action pour commencer. Voilà, ils ont les idées, ils ont le truc, mais par où je commence, je ne sais pas quoi faire. Donc, en gros, c'est ça. Puis nous, on les accompagne. Donc, on est plusieurs dans l'équipe. On les accompagne sur 4 mois. Il y a du suivi personnalisé. Il y a du suivi en petits groupes. Il y a du suivi en plus gros groupes. On a vraiment mixé les formats. On les a mis aussi en duo. On les fait travailler ensemble. Il y a une communauté aussi qu'elles rejoignent où nous, on est là tout le temps. Moi, j'ai une customer success manager qui s'assure aussi de leur satisfaction, qui va toujours être avec elles, aller prendre un petit peu la température sur le terrain, comment elles se sentent. En fait, on les encadre énormément, tout en les responsabilisant aussi, parce que c'est là je trouve le plus difficile, on va dire, dans notre métier, c'est d'encadrer, de cocooner, parce que moi, c'est ce que j'adore, mais à la fois d'en faire aussi des entrepreneurs, parce qu'une fois qu'elles sont sur le terrain, il faut qu'elles soient autonomes. Moi, je fais pas j'aime pas ça, j'aime pas rendre accro mes clientes, entre guillemets, à mes coachings. Et encore que moi, je suis pas vraiment coach, on va dire, je suis plutôt consultante, en disant consomme chez moi, etc. Non, c'est plutôt à la fin, tu es autonome. Donc nous, on va faire en sorte de développer cette autonomie chez toi pour qu'à la fin, toi, tu sois capable. Alors, tu auras des petites galères comme tous les entrepreneurs, mais tu auras les outils, tu seras outillé en fait pour t'en sortir après. Et développer ton leadership aussi quelque part. Si tu veux monter une boîte, tu vas devoir aussi faire face à pas mal de choses. Tous ces termes que vous entendez sont des termes qui parfois peuvent effrayer. C'est vrai. C'est vrai, hein. Oui, c'est les vrai. leads, les leadership, etc. Tu vois, ça peut tout de suite faire très très peur, mais quand on rentre dans le digital, c'est une obligation presque complètement. de maîtriser au moins ces termes-là, ou d'être accompagné pour maîtriser ça. Oui, bien sûr, complètement. C'est vrai que je me rends pas compte, ça doit sûrement vous donner des frissons. C'est des automatismes. Mais ça peut faire très très peur en disant je comprends pas, mais bon. C'est un grand champ lexical, mais une fois qu'on l'a en main, après ça roule. En tout cas, ce que je retiens des multipotentiels, qui est quand même vraiment, je trouve, la phrase essentielle, c'est de dire j'ai plein d'idées, mais je ne fais rien. Ouais, exactement. J'ai plein d'idées, mais j'en fais rien. Mais j'en fais rien. Je n'en fais rien. Mais c'est là la plus grosse frustration, en fait, des multipotentiels. C'est de se dire, comparé à d'autres profils pour qui c'est le contraire et qui se plaignent et qui se disent, mais moi, j'ai envie de me lancer, mais j'ai 0 idée, quoi. Ça, c'est horrible pour un multipotentiel d'entendre ce genre de phrase. Alors qu'il en a envie. Bien sûr. Bien sûr. Pour un multi, c'est horrible parce qu'il va se dire, comment ça, t'as 0 idée, il y a plein de choses à faire dans ce monde. Lui, c'est le contraire, il en a trop, mais par où commencer, quoi. Il sait pas prioriser, en fait. En général, c'est là la plus grosse problématique, c'est comment on priorise. Est-ce qu'on fait tout en même temps? Est-ce qu'on fait pas tout en même temps? On entend de tout, il faut se focaliser un petit peu, ou alors on peut faire 2-3 projets en même temps. Mais voilà, c'est un peu comment on fait, quoi. On parlait des neurosciences tout à l'heure avec Fanny Nussbaum, la psychologue et essayiste. Est-ce que les neurosciences se penchent sur le phénomène des multipotentiels? Est-ce que physiologiquement, il y a peut-être dans notre cerveau quelque chose qui a une structure différente ou quelques ou des 2-3 câbles qui ne se touchent pas? C'est une bonne question. Ça fait partie des recherches de mon livre, justement. Je n'ai pas trouvé d'études à ce sujet, donc je ne crois pas. Donc moi, j'en ai fait alors c'est des suppositions, des théories, donc on sait que c'est pas forcément toujours réel, mais je sais, sans dire de bêtises, qu'on parle beaucoup dans le cerveau de la myéline. La myéline, il me semble que c'est une espèce de substance blanche qui va entourer un petit peu les neurones et qui va faire que plus on développe une compétence, plus on va produire de myéline. Donc, j'ai fait une espèce de théorie en me disant, si on part de ce principe-là, est-ce que dans le cerveau d'un multipotentiel qui va justement avoir plein de compétences et plein de cordes à son arc, est-ce qu'il n'aurait pas plus de myéline qu'un autre être humain? J'en sais rien, j'ai pas trouvé la réponse, mais c'est une question que j'ai soulevée notamment dans mon livre, parce que j'adorerais le savoir. Franchement, j'adorerais le savoir, j'adorerais que les neurosciences se penchent un petit peu plus sur ce qui se passe factuellement dans le cerveau d'un multi. J'ai pas la réponse, mais j'espère que ça sera le cas pour les prochaines années. Et en tout cas, le message est lancé à ceux qui ont envie de se plonger là-dedans. Allez-y. Est-ce que ça ne serait pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas un rapport peut-être avec l'éducation, ton éducation, par exemple?
ton parcours de vie, la manière dont tu as été structuré, si je puis dire? Ouais, complètement. Si, il y a une espèce de forme de déterminisme, en fait, finalement. En fait, c'est une question aussi ça m'amène une autre question qui m'est souvent posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas devenir multipotentiel? Bah oui et non, en fait, parce que en effet, si tu grandis dans un cadre même socio-culturel, tu vois, où tu es invité à tester diverses choses parce que pour toi c'est une normalité, où forcément du coup tu vas développer des compétences dans plein de choses. Alors est-ce que tu vas exceller dedans? Ça c'est une autre question. Peut-être qu'il y aurait plus de tendance chez ces profils-là. Ah oui, en effet, développer une certaine forme de multipotentialité puisqu'ils auront baigné en fait dans cette multiplicité, on va dire, de disciplines, de domaines, etc. Donc, je pense que si. Je pense que ça peut aussi grandement avoir un rapport avec d'où on vient, dans quel cadre on a grandi, de qui on est entouré, notre environnement physique, environnement tout court en fait. Et dans ton cas? Dans mon cas, ça n'a pas forcément été le cas, parce que si je regarde autour de moi les personnes proches, que ce soit mes parents ou mes frères et sœurs, je suis un peu la seule à fonctionner comme ça, pour être assez honnête. Non, mes parents fonctionnent pas vraiment comme ça non plus. Il n'y a pas une grande forme de curiosité, au contraire. Alors, ils se sont ouverts avec le temps, mais... Ils ont surtout accepté. Je crois qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix, en fait. Je crois qu'ils n'ont pas eu le choix. Alors, après, ça n'a jamais été un gros sujet, tu vois, chez moi. Donc, ça n'a jamais été problématique quand j'étais enfant ou quoi que ce soit. Mais quand même, tu vois, quand j'ai eu des discussions avec ma maman, au moment où j'avais découvert un petit peu ça en 2022, j'ai essayé de me replonger un petit peu de son point de vue à elle, puisque mon point de vue à moi, je le connaissais très bien. Mais je lui ai dit, comment toi, est-ce que tu avais remarqué des choses chez moi, pas anormales, mais... Elle m'a toujours dit que, en effet, j'ai toujours été intéressée par plein de choses, beaucoup plus que mes frères, et que j'étais du coup souvent insatisfaite parce qu'en fait, il fallait toujours que je sois en mouvement, J'ai testé, c'est vrai qu'en activité extrascolaire, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de sport, longtemps, parce que je voulais à chaque fois exceller dans le sport. Donc, 5 ans de natation, 13 ans de danse, 5 ans d'athlétisme, compétition, etc. Le ski, pareil, je suis allée jusqu'aux compétitions. En fait, à chaque fois, j'essayais d'aller chercher l'excellence, mais c'était un peu malgré moi. Mais bon, c'est pas toujours une très bonne chose, mais c'est pas mes parents qui mon père un petit peu. Mais là, pour le coup, tu voulais, tu as fait. Je voulais, j'ai fait, ouais. Oui, c'est ça. Alors que le multipotentiel, par définition, voudrait, mais il ne fait pas. Non, pas forcément, parce que le multipotentiel, il va quand même aller dans tous les domaines. C'est juste qu'il sait pas en fait par où commencer, quoi. En gros, c'est un petit peu ça. Exactement. C'est que il va y aller, mais le problème, c'est qu'il en fait rien après. Donc, il va par exemple aller se former à la thérapie, puis après, il va aller se former, je sais pas, il va prendre des cours de peinture, puis il va faire de la couture, et en fait, tout ça ne va trouver aucun fil rouge. Donc, ça va être difficile de le mettre en place puisqu'il n'y a pas de fil rouge à ça. Il n'y a pas un fil conducteur où on va se dire, tiens, je peux relier ça à ça et je peux en créer une offre ou faire quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'il en fait rien parce qu'il va peut-être pas au bout non plus. Il abandonne souvent ses projets. Est-ce que c'est un raccourci que de dire que toutes les personnes qui ont réussi socialement, j'allais dire, qui ont monté des grandes entreprises, des grands groupes, qui sont devenus des grands noms, sont des multipotentiels? Ça n'a rien à voir, en fait. Non, ça n'a pas forcément grand-chose à voir, je te dirais, même si j'ai quand même quelques noms en tête de personnes... Parce que là, tu parles d'Elon Musk, Steve Jobs, Louis Braille, etc. C'est ça, ouais. Bon, Elon Musk, c'est peut-être pas le meilleur exemple, c'est pas le meilleur humain sur Terre, on va pas se mentir, mais... Si tant est qu'il soit humain. Voilà, si tant est qu'il soit humain et que ce ne soit pas un bot, mais une IA, peut-être. IA dans un corps d'humain. Bon. C'est possible. C'est quelque chose qu'on découvrira dans quelques années. Non, mais même dans son comportement. Oui. Ah oui. Dans sa manière de bouger. Ouais. Il est étrange quand même. Il est étrange. Après, il est brillant. Il a beaucoup de neuroatypie apparemment. Voilà. Il est très bizarre. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a du TSA, donc du trouble syndrome typique. Je pense qu'il a tout un tas de choses qui font qu'il est ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Oui, non, mais c'est vrai. Donc, mais je pense pas, donc toutes les plus grosses boîtes soient forcément multipotentielles. Je pense pas, parce que après, encore une fois, bon, quand on est une grosse boîte, la boîte n'est plus que à notre image. Je pense qu'il y a un moment donné où elle nous dépasse tellement qu'on n'est plus au stade où, par exemple, moi j'en suis, où oui, je peux me permettre d'avoir une boîte qui est à peu près à mon image, bien qu'elle soit guidée par la vision du chef d'entreprise. Au bout d'un moment, ça nous dépasse quand même. Donc c'est même plus une question.
je crois pas en fait que tous les plus gros chefs d'entreprise soient forcément multi. Je crois pas. À vérifier, mais je suis pas certaine. Mais tu as raison. Alors évidemment, je trouve que c'est intéressant d'abord de se savoir accompagner, tel que tu le proposes, soit au travers de l'académie, soit au travers des... En dehors de l'académie, il y a des coachings qu'on peut J'ai avoir. un autre programme, mais qui est pas forcément pour les entrepreneurs, qui est un petit peu j'allais dire un baby programme, mais c'est pour commencer. C'est vraiment pour clarifier. On n'est pas au stade où on va monter une entreprise, mais c'est plutôt dans cette phase où j'ai besoin de clarté, j'ai besoin de mettre en place un plan d'action. Et c'est ça, c'est un programme qui est juste en dessous, qui s'appelle Multi-Passion Prioritize, où dedans, j'ai pas que des entrepreneurs, j'ai aussi des salariés qui ont juste envie un peu de savoir comment organiser leur quotidien quand justement ils ont plein de choses, ils ont pas assez de 24 heures, etc. C'est un peu les T'es problèmes. très dans l'organisation. Hein. Bah ouais. Que ce soit, d'ailleurs, tu devrais avoir. Je suppose que tu as dû faire des examens de quelque chose pour voir quel est ton profil, quel est ton signe astrologique, quel est. T'as dû essayer de chercher quand même. Ouais, oui, l'astrologie, oui. Oh, bah oui, évidemment. Ah bah oui, en plus, mais c'est vrai, j'avais oublié. J'ai aussi une casquette. Oui. Alors je sais pas, je dirais pas astrologue, mais j'ai creusé l'astro. Mais ouais, c'est vrai, depuis, c'est vrai. J'ai pas fait le rapprochement. Ans, Mais oui, c'est vrai que l'astrologie compte pour toi. Oui. Donc t'es quel signe pour le coup? Moi, je suis Lion. Ascendant Vierge. Okay. Donc la Vierge qui est beaucoup, justement, qui est beaucoup sur la notion de rigueur, de détail, d'organisation, etc. C'est vrai. Je suis ascendant Vierge aussi. Et voilà. Et après j'ai ma Lune en Bélier. Donc moi j'ai pas mal de feu. Le Bélier, premier signe du zodiaque. Donc on dit souvent que c'est un peu l'enfant du zodiaque. C'est celui qui va tout tenter. C'est un signe qui est beaucoup attaché à l'entrepreneuriat parce que c'est un signe qui est lié à l'audace un petit peu, tu vois. Donc on va prendre des risques. Voilà. Alors des fois on tombe un peu comme un enfant. On va prendre des risques. On va marcher, on va tomber. Bon c'est pas grave, on se relève. C'est un signe de feu, donc c'est aussi beaucoup d'impulsion. D'impulsion. Il faut suivre. Hein. Voilà. Chris, vraiment, on est de tout cœur avec toi, évidemment. Alors, il y a également ce coffret qui est ici. Et je vais te dire, on l'a pas ouvert, mais on a évidemment mis... Alors, c'est toi en plus. Oui, exactement. C'est Chris qui l'a dessiné. D'accord. Ah, mais je crois que c'est des photos. C'est des photos de moi et c'est Chris qui l'a mis en design, quoi. Manifestation alignée. L'oracle de la manifestation alignée. Alors, tout le monde y va aussi de son petit oracle. Oui, bien sûr, complètement. Ça, c'est très tendance en ce moment. Alors, comment est-ce qu'on pratique avec cet oracle-là? Alors, donc c'est un oracle qui est sorti en 2023. Alors déjà, de base, pour la mini-histoire de cet oracle, j'avais pas du tout prévu de sortir un oracle, pour être honnête. C'était un pur projet multipotentiel parce que je ne suis pas cartomancienne. Donc, je sais que, en fait, c'est souvent le genre de chose qui fait un peu frissonner tous les gens qui sont un peu dans le métier. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pas cartomancienne, elle est pas astrologue. Qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Pourquoi elle sort des programmes là-dessus? C'est vrai. Ou des produits? Non, c'est un gros projet de cœur. Alors, pour les astrologues qui nous regardent, vous allez rigoler. Vous allez bien voir que je suis Lion, parce que je suis sur toutes ces photos, donc relativement égocentrique sur les bords. D'accord. C'est bien de le reconnaître et de l'assumer. Ça fait partie de mes facettes, c'est vrai. Okay. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas forcément que ce soit quelque chose de public. Puis en fait, j'ai été approchée par une maison d'édition, Très Daniel, et donc finalement, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, cet oracle, c'était une époque où justement j'étais beaucoup dans ma phase de manifestation, que j'ai aussi un petit peu remise en question, c'est vrai, dans le sens où j'ai servi un peu le discours de il faut manifester la loi d'attraction, etc. Que maintenant j'ai un peu remise en question dans le sens où je prenais pas vraiment en compte le facteur action, dans le sens où je me disais allez on va écrire 9 fois sur un cahier je veux ci, je veux ça va venir, et en fait il y a pas grand chose qui se passe. Voilà. C'est pas le tout de demander, il faut qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. Il y a toujours le facteur action. Donc j'étais un peu dans cette phase-là, mais cet oracle-là, en fait, il est justement autour, on va dire alors je l'ai appelé la manifestation alignée. Il y a plusieurs cartes et il y a 10 cartes, il me semble, à la fin de guide pour appuyer encore plus notre guidance. Où en fait, il y a deux interprétations possibles. Soit on pense à quelque chose qu'on a envie de manifester, donc de voir arriver, on va dire, dans notre vie. Et dans ce cas, on lit la première interprétation, si tu as manifesté ça, et on le lit dans le petit carnet. Et si on pense à rien, qu'on a juste envie de le tirer de façon intuitive, on lit la deuxième partie, si tu n'as pas manifesté ça, et on a la petite interprétation dans le carnet. Donc, un peu comme tous les oracles, il se tire de manière assez intuitive. On peut aussi le combiner à d'autres oracles. Moi, je sais que j'ai pas mal de cartomanciennes qui m'ont écrit et qui le superposent à d'autres tarots ou des cartes qu'elles ont aussi.
Et voilà, et c'est chouette, pareil, il a bien fonctionné, plus que ce que j'espérais, parce qu'encore une fois, magnifique, magnifique. Je savais pas où j'allais, en fait, avec t'as manifesté, t'as fait, et on va dire ça comme ça, ouais. C'est un projet de cœur qui a vu le jour, et tant mieux, mais un peu imprévu. Ouais, je trouve ça très très bien, l'oracle de la manifestation alignée. Mais en fait, ce sont des petits supports comme ça qui font du bien. Oui, c'est ça, exactement. C'est exactement ça. Ça pourra sans doute pas révolutionner une vie, mais en tout cas, ça fait du bien sur l'instant. C'est exactement comme ça que je le vois et que, entre guillemets, je le vends aussi. C'est pas une solution miracle, c'est pas le truc qui va faire que vous allez manifester tout ce que vous souhaitez dans votre vie, mais c'est un support. Et en fait, moi, j'utilise aussi les oracles dans ma vie et je l'ai utilisé encore plus à l'époque. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas avoir le mien? C'est rigolo, c'est fun, je sais pas où je vais avec cette idée. Ça a vu le jour, tant mieux. Si ça voyait pas le jour, bah, c'était pas grave aussi. Et ouais, c'est chouette. C'est un bel outil. Tu es spirituel? C'est une bonne question. Je te dirais que oui, mais j'ai remis beaucoup en question ma spiritualité ces derniers temps par rapport à la façon dont je la voyais il y a quelques années, tu vois. Comme beaucoup de personnes aussi, je pense, dans leur chemin d'éveil, on va dire, je suis beaucoup partie dans les extrêmes en 2020-2021, parce que je pense que j'ai eu besoin de ça aussi, de me coller tout un tas d'étiquettes, d'avoir une spiritualité presque dogmatique, parfois. Qui passait par quoi? Par tout un tas de « il ne faut pas manger ça parce que sinon tu vas avoir ça », pas mal de superstitions, tu vois, « il ne faut plus manger de viande parce que sinon tu vas manifester telle chose ou alors ça va te créer telle chose, tel traumatisme dans ton corps, etc. » En fait, c'est tous ces dogmes qu'on peut facilement, je trouve, mettre dans la spiritualité qui, moi, aujourd'hui, me dérangent. Aujourd'hui, je vois mon chemin, on va dire, spirituel plus comme quelque chose d'hyper singulier. Ça veut dire que sur les réseaux, c'est pas forcément quelque chose que je vais mettre en avant, mais les gens le ressentent quand même. Je sais pas comment expliquer. C'est-à-dire que, de toute façon, ça se voit chez mes clientes. Je n'attire quasiment que des personnes dans des professions holistiques, des coachs, des thérapeutes, etc. parce que elles le sentent, alors que pourtant, c'est pas forcément mon contenu, bien que je parle de temps en temps quand même un petit peu d'astrologie, etc. Donc, ça peut vite être associé à ça, mais parce que j'ai pas besoin, en fait, de me montrer dans un champ toute nue avec une plume dans les fesses, quoi. Tu vois, j'ai pas besoin de ça. J'extrapole un peu le truc, mais j'ai pas besoin de dire ça pour dire, regardez, je suis une grande personne, je suis au-dessus de vous parce que je suis spirituelle. C'est absolument pas le cas. Donc, je vis un peu ma spiritualité dans mon coin, avec mes petites croyances, que parfois je me mets à déconstruire. T'as des rituels? Ouais, on peut dire ça comme ça. Je dirais que, je sais pas si c'est des rituels, mais j'ai mes petites routines, on va dire ça comme ça. Des rituels que, tu fais quoi? Moi, c'est beaucoup des choses autour de la régulation de mon système nerveux, parce que justement, avec mon ascendant vierge, moi, j'ai tendance à beaucoup mentaliser. Je me retrouve facilement, en fait, un peu en état de lutte interne, à être facilement touchée par les choses. Et du coup, j'ai besoin d'avoir des moments, par exemple, où je suis vraiment toute seule, parce que j'ai un profil plus de type introverti, mais encore une fois, c'est une étiquette, je ne suis pas que introvertie, j'ai aussi mes moments d'extraversion, mais j'ai besoin de me recharger et ça, je le sais, je me connais. On te voit plus sur de l'extraverti que de... C'est vrai, oui, complètement. La plupart des gens ne soupçonnent pas cette part-là chez moi. Et pour autant, je me ressens comme ça, dans le sens où c'est pas... je suis pas timide, tu vois, attention, genre, je vais vraiment pas être timide. Par contre, d'être peut-être trop longtemps avec des personnes, par exemple, je te prends un exemple, si je suis en conférence et que je vais passer toute la journée de conférence, 8 heures avec des personnes, je vais adorer parce qu'à la fois, il y a un truc, c'est entre guillemets ma communauté, c'est trop chouette de la rencontrer en vrai, j'adore, ça rend le truc concret, mais je vais me retrouver lessivée si ce n'est que je vais tomber malade le jour d'après. Tu vois, et ça, c'est très souvent que ça m'arrive parce qu'en fait, j'aurais tellement donné, mais c'est même pas la faute des gens, c'est juste moi et mon énergie qui est dispersée. Je vais tellement vouloir donner, tellement vouloir apporter, peut-être même surcompenser quelque chose, que je vais me retrouver complètement. Donc ça, je suis obligée de l'inclure dans mes routines, de me dire, OK, si j'ai un événement là, il faut que le jour d'après, je fasse rien. C'est peut-être ça aussi, une des facettes des multipotentiels. Peut-être. Peut-être aussi. En tout cas, ça fait partie d'une meilleure connaissance de soi-même. Et moi, j'adore ça, même si je pense que à la fin d'une vie, on se connaîtra jamais à 100%. C'est peut-être pas le but non plus, mais mieux se connaître permet aussi de prendre des meilleures décisions pour sa propre vie, pour sa boîte, pour tout un tas de choses. Et de se construire justement des routines, des rituels qui sont propres à nous. Bien qu'on en voit un peu partout sur les réseaux, etc. Moi-même, je partage les miens, mais je dis toujours adapter, tester, parce que ce qui fonctionne chez moi fonctionnera peut-être pas chez vous. Moi, pareil, j'ai besoin régulièrement de me supplémenter, de prendre des cures de magnésium, de ci, de ça. J'ai besoin de ça, tu vois, à certains moments, mais ça va pas fonctionner pour tout le monde non plus. Je suis pas quelqu'un qui va forcément me poser et méditer non plus.
Par contre, moi, ma méditation, elle va passer par des moments de journaling le matin. Juste, je suis toute seule, je me lève avant tout le monde, surtout quand on a des enfants. Sinon, on médite pas trop. Je me lève avant tout le monde et juste, je suis posée avec moi-même, je laisse couler l'encre et ça me va très bien. C'est un moment pour moi. Tu vois, ça fait partie un peu de mes routines, mes rituels et c'est des choses qui, aujourd'hui, m'aident à garder le cap, même dans mon entreprise, à pas me cramer, à aligner toutes mes casquettes, hein, ma vie de maman, de femme, d'entrepreneur, de tout un tas de choses, quoi. Bien sûr. Ouais. Et alors, on voit, quand je vous disais au tout début de l'émission que le côté multipotentiel chez Solène, on le sent tout de suite, ne serait-ce que dans le débit de parole. Ouais. On sent l'énergie. Non, c'est très très bien. Et justement, ne change rien là-dessus. C'est ce qui fait évidemment ta singularité. Et le côté évidemment très productif que tu peux avoir. Et on imagine bien dans ton accompagnement à quel point tu influes cette énergie-là. J'espère. Ouais. J'espère, ouais. Je crois que... D'ailleurs, tous les gens qui te connaissent et les gens qu'on connaît d'ailleurs en commun disent tous ça de toi. C'est vrai? Oui. C'est que tu as une manière d'impacter les choses auprès des gens qui c'est puissant, quoi. C'est-à-dire que les gens doivent comprendre qu'à partir du moment où ils décident de travailler avec toi, faut s'accrocher aussi. Aussi, c'est vrai. C'est pas faux. On va dire en interne, mais aussi avec mes clientes, c'est vrai. Alors, je me rends pas toujours compte de ça parce qu'en fait, je pense qu'on fait les choses comme on le ressent et on sait pas toujours d'ailleurs quel impact ça a derrière. Bien que c'est aussi une envie, je pense, chez tout le monde. Quand on partage des choses, on a envie que ça impacte derrière. Bien sûr. Mais on sait pas toujours comment c'est ressenti, donc ça fait aussi plaisir. Mais c'est vrai que oui, je crois que les personnes qui viennent à moi, elles savent aussi ce qu'elles viennent chercher. Tu vois, c'est un peu souvent ce qu'en tout cas moi j'entends chez mes clientes, c'est je suis venue vers toi pour ça. Parce que il y a telle chose qui, moi, me motive chez toi, que je retrouve pas chez quelqu'un d'autre, ou inversement, il y a des choses que je retrouve pas chez toi et que je vais voir chez quelqu'un d'autre, etc. Donc, oui, je crois que les gens savent pourquoi ils viennent me voir, on va dire, moi. Oui, c'est pas que le résultat. Oui, exactement. C'est le chemin. Oui, c'est ça. Qui est important et la manière dont tu vas donner l'impulsion. C'est l'impulsion, c'est ça, c'est... Surtout pour des gens qui sont multipotentiels et qui donc, par définition, ne démarrent pas. Exactement, ouais, complètement. Tu vois, c'est là où il se dit, bah voilà, il me faut quelqu'un qui va me donner l'impulsion, qui va c'est ça. C'est l'inspiration, c'est la motivation, c'est l'authenticité aussi, tu vois. Pourtant, tu as connu le burn-out et tout ça. Hein. Ouais, ouais. Mais pendant ma période d'entrepreneur et aussi salarié, ouais. C'est un schéma qui s'est malheureusement répété. Ouais, complètement. 2018, c'est ça? 2018, ouais. Ça, c'était quand j'étais salariée. Et ensuite, j'ai eu une autre phase un petit peu compliquée. C'était il y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 1 an. Très compliqué, ouais. Aussi. Dans la série 24 heures ne suffisent pas, chez Solène, évidemment, il y en a encore un autre. Alors, celui-ci. Préfacé. Préfacé? Oui. Qui est Steven Bartlett? Steven Bartlett, c'est un gros entrepreneur qu'en France, on connaît un peu moins parce que c'est vrai qu'on a moins d'influence anglophone. C'est un entrepreneur qui vient de Grande-Bretagne, que j'ai la chance aussi de connaître personnellement parce que c'est le conjoint d'une de mes meilleures amies. Bref. Mais c'est un peu, voilà. Et en fait, c'est un gros entrepreneur qui a monté une start-up à l'époque, qu'il a revendu des millions, si ce n'est, il me semble, 160 millions de dollars à l'époque, quelque chose comme ça. Enfin voilà, il a monté vraiment de gros projets, il est très inspirant. Il a le podcast le plus écouté au monde, qui est Diary of a CEO, donc le journal d'un CEO. Donc, s'il y a des personnes qui adorent les contenus anglophones, je vous le recommande vraiment. Et ça, c'est, il me semble, son 2e livre qui est sorti. Il a sorti 2 livres. Il est sur l'écriture d'un 3e. Donc, il y en a 2, dont un qui est édité chez Diathéno, que j'ai eu la chance de préfacer, justement. Puisque c'est, pour la petite histoire, c'est moi qui l'ai présenté, en fait, à la maison d'édition. Alors, pas Steven en tant que tel, parce que lui, il n'en est plus là. C'est plutôt des deals entre maisons d'édition qu'autre chose. Et j'ai dit à mon éditeur, Tré Daniel, que je connais très bien, et que j'affectionne beaucoup, je lui ai dit, écoute, j'ai un super entrepreneur, son livre cartonne au UK et puis dans le monde de façon générale, ça serait trop cool si on pouvait le traduire. Et donc, il m'a dit, merci pour ce tuyau et si tu souhaites faire la préface, eh bien écoute, je te laisse. Et donc, ce Steven qui est devenu millionnaire, à l'âge de 25 ans, il monte une boîte, une start-up, et 5 ans ou 7 ans plus tard, je crois,
Ouais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Il la revend et puis maintenant, il monte tout un tas de choses. Il est aussi juré dans l'équivalent au UK. Alors, comment ça s'appelle? Alors, nous, on a Qui veut être mon associé en France? Ah oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et au UK, c'est Dragon's Den. Voilà. Donc, il est juré depuis quelques années là-dedans. Donc, il est aussi investisseur dans d'autres start-up, voilà. etc. Élu entrepreneur britannique de l'année en 2018. Ouais. Conférencier, investisseur, créateur de contenu. Et il aime les podcasts, le fameux The Diary of the CEO. Voilà, ça aussi, alors, c'est une exception. Oui. Ça reste exceptionnel. Oui, bien sûr. Ça reste, voilà. Multipotentiel? Steven, je crois pas qu'il soit multipotentiel. Non, je pense pas qu'il soit multipotentiel. Ça se discute en réalité, parce que c'est vrai qu'il est un peu couteau suisse, etc. Mais il a tendance à être quand même très niché et à valoriser cette vision-là de la spécialisation. Et alors maintenant, avec le recul que tu as, tu les sens, les multipotentiels ou pas? Je les flaire. Tu les flaires, ouais. Ils ont une odeur bizarre. Non. Ouais. Oui, on va dire ça comme ça. Tu les remarques tout de suite? Ouais, on va dire ça comme ça. Oui, en fait, alors tout de suite peut-être pas, mais ça va dépendre forcément des sujets de conversation qu'on va avoir. Ouais, on peut le sentir. Encore une fois, après, c'est une pseudo-grille de lecture que j'ai moi, mais je peux me dire, ah oui, ok, cette personne, potentiellement, elle peut rentrer un peu dans cette case de multipotentialité, de par tout ce qu'elle est en train de me dire, des défis qu'elle est en train de traverser, et de tout ce qu'elle a envie de faire et qu'elle fait pas, oui, potentiellement. Est-ce que dans ton équipe, il y a des multipotentiels? Oui, complètement. Je dirais pas que c'est un critère, mais j'ai un bras droit avec moi qui s'appelle Florian. Petit coucou Florian si tu passes par là, qui est ce qu'on appelle une online business manager OBM, qui est clairement multipotentiel. Et en fait, c'est un super avantage pour moi parce que c'est un vrai profil pivot, couteau suisse qui touche à tout, littéralement à tout. Alors il y en a qui vont me dire mais oui, mais du coup elle est pas focalisée. C'est pas complètement faux. Mais quand on démarre, et moi, ça a été, entre guillemets, le cas, quand on démarre et qu'on n'a pas non plus le budget pour avoir une équipe de 50 personnes, puis de toute façon, c'est pas mes ambitions non plus, ça m'intéresse pas de manager de l'humain, c'est chouette, en fait, d'avoir une personne qui fait justement plusieurs choses avant de potentiellement redéléguer des choses à une autre personne. Tu vois, donc, Floriane, elle a autant fait des choses comme assistante administrative, comme du customer care manager, comme je disais tout à l'heure, donc s'occuper de la satisfaction de nos clients, comme des choses un petit peu plus autour de la gestion de projet. Et aujourd'hui, on peut plus déléguer, donc on se permet, mais cependant, elle touche quand même encore à pas mal de choses. Et franchement, dans une entreprise, pour moi, ça fait la différence parce que elle connaît aussi bien mon entreprise que moi, quoi. Elle est sur tous les pôles, donc magnifique. C'est elle qui gère. Bon, où t'en es dans les réseaux? T'as toujours autant de monde? Je crois que t'as plus de 500 000 abonnés, je crois maintenant, plus que ça. Hein. En tout cas, alors, à l'époque de la sortie du coffret, ils annoncent 500 000 abonnés. Alors, en tout et pour tout, sur tous les réseaux, je dois être à quasiment 1 million en tout. Parce que 500 000, c'est à peu près ce qu'il y a sur TikTok. Mais comme je te disais en off, c'est vrai que c'est pas une communauté que je nourris trop. Et après, sans nourrir trop, hein, 500 000, mais voilà. Oui, alors, il y a eu du travail quand même avant. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un peu délaissé. Mais à l'époque, non. Il y avait quand même 3 reels par jour qui étaient envoyés, 90 reels par mois pendant au moins 1 an. Donc ça a fonctionné, mais bon, voilà, stratégiquement. Mais c'est ça que les gens, ça effraie aussi beaucoup quand des gens se retrouvent face et confrontés aux réseaux sociaux, au digital. Comment gérer ça? De quelle manière? Quelle fréquence? Moi, j'y connais rien. J'ai tellement entendu ça. Ah, je comprends. De gens qui sont venus s'installer là, qui ont des potentiels extraordinaires dans leur accompagnement en tant que thérapeute, coach, accompagnant de vie, expert en ceci, expert en cela, et qui, évidemment, viennent s'installer là pour avoir une petite visibilité à notre niveau, mais en même temps, qui auraient besoin d'un accompagnement spécifique, autre, pour bien développer, évidemment, leur parcours et leur expertise. Ouais, c'est un métier dans un métier. En fait, en réalité, je comprends en fait le gros point de frustration parce que ça n'enlève rien à leurs compétences initiales. Au contraire, c'est souvent des personnes qui sont ultra compétentes. Comme je dis toujours, tu peux avoir une super offre. Donc, qu'importe l'offre, que ce soit une offre digitale ou pas, tu as une super offre, tu as quelque chose, une belle prestation de service. Si tu ne sais pas la vendre, ou si tu ne sais pas la marketer ou la mettre en avant, la rendre visible, ça ne va rien se passer. Alors que pourtant, ça se trouve, tu es le meilleur de ton marché. Mais si tu n'apprends pas à faire ça, c'est pour ça que c'est un métier dans un métier, c'est d'autres compétences à développer et potentiellement à déléguer. Et après, il y a plusieurs choix toujours, mais il faut se faire accompagner, c'est important et surtout être
toujours à jour. Enfin, moi, ça fait partie de ma vie depuis 7 ans maintenant. Je crée du contenu. Bon, j'ai commencé avec les skyblogs il y a au moins 10-15 ans. Et sur Instagram, ça fait vraiment depuis 2017. Donc, je rentre même presque dans ma 8e année, tu vois. Et ça a beaucoup changé. Bah oui, bien sûr. Ça a beaucoup changé, mais tu es obligé de te mettre. Permanence. Exactement. Ouais, bien sûr. Et c'est difficile parce que bon, du coup, déjà, commencez par déterminer si vous fonctionnez comme un multi-potentiel en lisant le livre de Solène qui est ici, Pourquoi choisir quand on veut tout faire. C'est aux éditions Diateno, maison d'édition du groupe Très Daniel, que l'on salue au passage. Le coffret, c'est chez eux aussi. Oui. Voilà, c'est chez Good Mood Dealer. Ils ont toujours des noms extraordinaires et très très faciles à prononcer quand on voilà. Le coffret est ici. L'académie, c'est en ligne. Ça s'appelle l'Académie des multipotentiels. On va vous mettre autour de la vidéo toutes les références pour entrer en contact avec Solène ou ses équipes, évidemment. Et si vous êtes ascendant vierge, vous aurez un petit plus au passage, n'importe quoi. Merci beaucoup, Solène. Merci, Marc. Merci. Bon retour à Bali. Merci, c'est gentil. Avec toute la petite famille. Chris également. Lisez les ouvrages de Chris parce que franchement, c'est passionnant. Lui aussi, un parcours de vie. C'est un vrai multi, hein. Incroyable. Ah ouais, c'en est un aussi. Ah ouais, bah oui, ouais, Chris, il maîtrise autant la philosophie que la littérature, que tout un tas d'autres choses parce qu'il a fait plein de métiers avant, danseur, tout un tas de choses, danseur pro, tatoueur. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est assez incroyable. On vous mettra aussi, tiens, on vous met les liens pour lire tous les ouvrages de Chris. Merci beaucoup. Merci Marc, c'était un plaisir. Partagez en tout cas. Bon courage pour bébé et les 23 heures de vol. On se retrouve très très vite et merci en tout cas. Vous allez commenter avec bienveillance comme toujours. Vous allez contacter Solène et ses équipes et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.